Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le terrain de Jumpstart Studio. Aujourd'hui, du coup, un nouvel épisode avec un invité. On va parler aujourd'hui de sport, de clubs sportifs, de réseaux sociaux, de création de contenu. On va aborder différents sujets avec cet invité, mais avant tout, je vais me présenter. Je suis Jordan, le fondateur de l'agence Jumpstart Studio. On fait de la production de contenus digitaux, principalement pour des acteurs du sport notamment, et on fait aussi de la gestion de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Sevilla de Samba Digital. Maxime, bienvenue au sein du podcast. Salut Jordan, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Bon, t'inquiète, ça va, t'es en forme ? En pleine forme. En pleine forme. D'ailleurs, j'ai hésité, ton intitulé exact de poste, c'est quoi ? Account Manager. Account Manager. Ah, yes, in English. Yeah. Ok. Donc, du coup, est-ce que tu peux te présenter, Maxime, un petit peu toi, personnellement, dans un premier temps, ton parcours, ce que tu as fait et ce que tu fais actuellement en tant qu'account manager chez Samba Digital. Yes, avec plaisir. Donc, moi, je suis journaliste sportif de profession. Voilà. Mon parcours est un peu particulier. Donc, en sortie d'études, j'avais pas forcément trouvé d'emploi. Okay. Et j'ai commencé mon parcours professionnel dans une agence qui s'appelle Sportlab sur Paris en tant que justement community manager. Ok. Donc c'était une agence de stratégie marketing. Ok. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble pendant une année complète. Et j'étais donc du coup community manager de la team Cofidis dans le vélo. J'étais aussi community manager de Umbro France et de TGV Lyria, le TGV qui relie la France et la Suisse. Ok. Et tu viens d'où à la base ? Enfin, à la base des bases, tu viens d'où ? Donc moi, je suis issu de la région parisienne, du 95, Ok. donc du Val d'Oise. Et plus précisément, j'ai vagabondé entre Herblay et Sannois et Saint-Gratien, pour ceux qui connaissent. Donc Ok. voilà. Un club d'ailleurs, club de foot qui fait parfois des épopées en Coupe de France, me semble-t-il. Le nom me dit quelque chose. Exactement. Ils ont joué jusqu'en national. Ok. Pendant quelques saisons. Ils ont souvent fait la montée-descente entre N3 et N2, puis N2 et national. Beau club, avec de belles infrastructures, mais aujourd'hui, ça manque un peu de moyens pour espérer tutoyer le monde pro, on va dire. Ok. Et du coup, après Sportlab, après cette expérience de CM... Yes, donc super expérience, parce que Team Cofidis, pour quelqu'un qui est passionné de sport, le vélo, le Tour de France, etc., c'était une super expérience. Donc voilà, Sportlab pendant un an. On a trouvé un accord avec l'agence et je suis parti à l'Olympique Lyonnais pendant 4 saisons. D'accord. L'Olympique Lyonnais cherchait un nouveau community manager. C'était donc ça en 2018. Et donc j'ai commencé à l'Olympique Lyonnais en janvier 2018 et j'y suis resté presque 4 ans puisque je suis parti fin octobre 2021. Super expérience aussi, super club. C'était le club de mon cœur, pour être tout à fait franc. J'étais de la région parisienne, mais j'ai toute ma famille sur Lyon. Mon père et ma mère sont lyonnais. Donc voilà, c'était vraiment une fierté de rejoindre ce club. Et après 4 ans, ce qui était déjà un très beau parcours, c'est là aussi que j'ai eu la chance de te rencontrer. Et on a échangé. Et du coup, après 4 ans, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi et donc de me mettre à mon compte. Et très rapidement, j'en suis venu à travailler avec Samba. Même dès la sortie de l'OL. Et donc voilà, ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis account manager chez Samba. Et voilà. Si on revient un peu sur l'OL, tu faisais community manager et après un peu social media manager. Enfin, tu as un petit peu évolué. Au début, j'étais embauché au digital. Ok. Avec David Banget, qui on passe le bonjour. Ouais, bien sûr. On connaît bien tous les deux. Et ensuite, les community managers ont été mutés au Media Club. Pour une souci de cohérence dans le contenu, dont on reparlera, je pense, un peu plus tard. Mais voilà, donc on a été muté au Media Club et voilà, j'ai évolué petit à petit en tant que community manager au début, puis oui, après avec un peu plus de responsabilité en tant que social media manager, en charge de l'international, entre autres, et de la gestion des community managers. Et un community manager, parce que pour les gens qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas forcément d'expérience dans un club sportif, un community manager dans un club, qu'est-ce que ça fait au quotidien ? C'est quoi le métier de CM dans un club ? Déjà, pour les plus anciens, qu'est-ce qu'un community manager ? Ouais, bon, ça, normalement, les gens qui nous écoutent, normalement, devraient savoir ce qu'est un community manager, mais bon. Donc oui, c'est être en charge de tous les réseaux sociaux du club. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un community manager ? Ça varie en fonction des entités sportives. Forcément, un community manager à l'OL, c'est quelqu'un qui est en charge des réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais masculine, de l'Olympique Lyonnais féminine et des réseaux sociaux du stade aussi, donc, et même de l'OL Valley. Donc il y a 4 entités différentes à gérer.
Ça s'arrête jamais, puisqu'il y a des matchs quasiment tous les 3 jours, surtout quand moi j'y étais, l'OL était européen toutes les saisons. Donc voilà, c'était beaucoup de matchs, beaucoup de suivi de rencontres, d'événements sportifs, les entraînements. Beaucoup d'échanges avec le market, avec la merch, la billetterie. Il faut penser qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment au cœur d'un club. Donc oui, on échange avec tous ces différents services. Il fallait réussir à trouver le bon rythme et pour que tout le monde trouve sa place sur les réseaux sociaux. Donc, comme tu le disais, il y avait le marketing, il y avait le merchandising pour tout ce qui est la partie boutique, il y avait les grands événements, puisque les grands événements aussi, il y a plein d'autres événements au stade que les matchs de football. Les médias clubs, puisqu'il y a une application, il y avait Wellplay à mettre en avant, il y avait la chaîne TV aussi. Voilà, c'était le trouver. On est vraiment au milieu du club sur la communication et on doit jongler entre tout ça, sans oublier que la priorité du club, c'est le sportif. Et donc, il faut communiquer en grande majorité autour des acteurs sportifs. Et tu en retires quoi du coup de ces 4 ans au sein d'un des plus grands clubs de foot en France ? Peut-être pas trop cette saison, mais de manière générale. Qu'est-ce que tu en retires ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? C'était une super expérience. J'en retire beaucoup de positifs, beaucoup de belles rencontres aussi. Il y a beaucoup de gens talentueux qui travaillent au club. Ça m'a fait évoluer en tant qu'homme. Dans la compréhension aussi du monde professionnel, puisque ça faisait qu'1 an, j'étais encore junior, et sur les 4 ans, j'ai quand même bien développé ces compétences-là. Voilà, comprendre comment fonctionne un club, les points positifs, les points négatifs. On sait qu'aussi dans les clubs, il y a beaucoup de politique, où il faut essayer de jongler pour que tout le monde soit heureux, content, sans faire d'ombre à personne. Donc c'est toujours un gros club, c'est toujours un fonctionnement particulier. Un club de foot, c'est un fonctionnement particulier. C'est à la fois très amateur, puisqu'on est quand même lié au monde amateur, et le football, c'est encore un monde amateur, mais qui cherche à se professionnaliser. Et il y a des clubs comme l'OL qui ont 600, 700 salariés, mais il y a des clubs qui montent en Ligue 1 qui ont que 30 ou 40 salariés. Donc c'est des modèles qui sont complètement différents. Et du coup, c'est aussi à l'OL, finalement, que tu as connu Samba Digital. Exactement. Et c'est aussi à l'OL qu'on s'est connu d'ailleurs. Et lié à Samba aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais chez Samba ? C'est quoi ton quotidien en tant qu'account manager ? Tu as encore un pied, finalement, au sein des clubs sportifs. Ouais, exactement. C'est aussi pour ça que je suis allé chez Samba. C'est parce qu'il y avait une appétence et une continuité dans mon parcours. Account manager, ça veut pas dire grand-chose pour les Français. C'est beaucoup plus parlant pour le marché américain, mais c'est directeur de clientèle en français, on pourrait dire. Responsable de clients. Et donc oui, qu'est-ce que Samba Digital ? Parce que ça parle pas pour grand monde en France, mais finalement on est très bien implanté, mais auprès des entités sportives. Donc on est une agence un peu 360 qui est 100% social media. Voilà, on fait de la création de contenu. On est connu pour faire de l'internationalisation de contenu. Internationalisation est un mot compliqué. C'est le métier de base ? C'est le métier de base. Pour parler simplement, on aide les clubs français ou les entités sportives françaises à se développer à l'international et à communiquer à l'international. On gère les réseaux sociaux. On prenait l'exemple de l'Olympique Lyonnais, les réseaux sociaux en anglais, en portugais, c'est Samba qui s'en occupe. Parce qu'aujourd'hui, dans les clubs français, ils n'ont pas les ressources ou les connaissances pour aller parler sur du multilingue, pour gérer ça. Mais des fois, c'est déjà compliqué en français. Donc exactement. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec de très beaux clients, comme la LFP, comme l'équipe de France, comme le PSG, comme Monaco, Lyon. Voilà. C'est pas que des clubs, finalement. C'est pas que des clubs, parce que c'est ce que je vais vous expliquer. On est un peu plus que ça, on n'est pas que de l'international. On aide aussi de plus en plus les clubs ou les fédérations à créer du contenu, même en français, parce qu'aujourd'hui, il manque de ressources. Donc on devient leur aide au quotidien, un peu le bras droit armé des entités, des clubs, des fédérations, parce qu'il y a un tel manque de personnel pour gérer la communication et les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, ils préfèrent décharger à des agences extérieures. Voilà, on fait du paid media, on fait de l'influence, on fait de la data, du consulting. On tend vraiment à être une agence 360 qui peut aider vraiment les entités au quotidien. Et aujourd'hui, mon rôle, donc voilà, c'est être certain que le client est content de la prestation qu'on fait. Et donc aujourd'hui, je suis en charge d'une 40aine de personnes. Il y a des social media managers par langue et on a des territoires clés, l'anglais, le portugais, l'espagnol. Et chaque social media manager a une dizaine de community managers sous lui. Donc voilà.
Je manage tout ça. Et tu gères aussi le lien avec les différentes entités dont tu as parlé, le lien, on va dire, commercial. Ouais. C'est toi qui le gères avec Jean-Philippe. Exactement. Ton responsable. Ouais, qui est Territory Manager. Pour vous expliquer un peu plus les fonctionnements de Samba, on est coupé en 3 grands territoires. Donc les États-Unis et les Grandes Amériques, donc Mexique, Brésil, Argentine. Le UK et le reste de l'Europe. Okay. Et nous, notre territoire, la France, la Belgique, la Suisse et l'Afrique. Okay. Et donc, on travaille avec tous ces clients sur ces territoires-là, mais on les aide à communiquer sur les autres territoires aussi. Et ça fait 2 ans, c'est ça que tu es chez Samba? Donc, ça fait 2 ans que tu es chez Samba. Là, c'est quoi ton bilan un peu de ces 2 premières années? Est-ce que tu vois des évolutions entre dans la manière, on va parler plus des clubs, mais dans la manière dont ils sont présents sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vois des évolutions, on va dire, déjà dans les 2 ans de Samba, mais encore plus loin, si on remonte encore plus loin, par rapport à quand tu es arrivé au sein de l'Olympique Lyonnais? Ouais, je vais parler aussi de l'internationalisation, mais aujourd'hui, les grosses entités françaises, que ce soit le PSG, l'Olympique de Marseille, Lyon, ils ont atteint un plafond de verre sur leurs fans français, il faut dire ce qui est. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'aller à l'international pour acquérir de nouvelles communautés, toucher d'autres cibles. Et c'est lié aussi aux joueurs qui recrutent et surtout aux politiques internes qui est aussi de tendre vers de l'internationalisation. Parce qu'il y a des enjeux avec des nouveaux sponsors, il y a des enjeux avec des nouveaux maillots, faire de la promotion. Voilà. Le PSG est le meilleur exemple pour moi pour ça. Ils ont commencé à être international sur les réseaux sociaux en communiquant en anglais au Brésil, au Mexique via l'espagnol, etc. Et après, ils ont eu des grands joueurs, Mbappé, Neymar, Messi, qui ont renforcé cette stratégie internationale. Après, ils avaient déjà des grandes stars internationales, des Beckham, des machins. Mais ça a été un pionnier de communiquer sur des langues étrangères sur les réseaux sociaux. Ils ont attaqué vers 2014-2015. Ok. Donc c'était un projet QSI quand ils sont arrivés. Mais donc voilà, l'idée c'est de s'internationaliser et qui a entraîné toute la stratégie du club en fait. Aujourd'hui, on parle qu'une internationalisation est bonne quand c'est suivi par tout le club. Demain, si on veut communiquer sur des territoires anglais ou espagnols et qu'on n'est pas capable d'envoyer des maillots ou de fidéliser ses fans, c'est pas une bonne stratégie d'internationalisation. Il faut vraiment que ça soit une dynamique moteur du club de base. Il y a aussi une évolution, moi, qui me marque, c'est que les clubs deviennent un peu de plus en plus lifestyle. Tu parlais que l'OL, le sportif, avait une place très très importante, mais alors dans plein d'autres clubs et même à l'OL, ça devient de plus en plus finalement des marques au-delà d'un club sportif, et j'ai l'impression que certains clubs essayent de se détacher de plus en plus du sportif dans leur communication. On parle toujours de la communication sur les réseaux sociaux, et de devenir un peu des sortes de marques un peu lifestyle, en faisant des collabs avec des rappeurs, des artistes ou je ne sais quoi. Et ça, c'est une évolution, et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a encore 2-3 ans et qui est en train on commençait à le voir, c'était que des bribes, et là tout le monde s'y met au fur et à mesure, quoi. C'est important pour un club de toucher aussi d'autres fans ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément fans du club. Donc forcément, ils ont besoin d'ouvrir leur marque à des gens qui sont plus spécialisés sur du lifestyle, sur de la mode, que sur du sportif 100%. Une marque comme le PSG aujourd'hui, elle est portée par des millions de personnes qui ne sont pas forcément des fans du PSG. Ouais, ni de foot d'ailleurs. Ni de foot. C'est devenu une marque presque mode, portée par des étendards comme les joueurs NBA, par les joueurs de Super Bowl. Ils ont réussi à passer ces frontières et à s'imposer comme marque, même si le football reste quand même leur cœur de métier. Et vous pouvez voir sur l'OL, les comptes, l'OL publie chaque année ses comptes, les revenus de la boutique sont toujours tous les ans très très bons, parce qu'ils arrivent à surfer aussi même si les résultats sont moins bons, ils arrivent à surfer et à vendre des produits aux fans et à des personnes qui ne sont pas forcément fans aussi. Et on n'est pas au PSG, mais selon toi, comment ils ont réussi à faire ça, à faire qu'un club qui est simplement à la base, ils sont là pour jouer au foot,
ça devient une vraie marque. Ça passe par l'internationalisation dont tu parlais, mais ça passe aussi par d'autres choses, je suppose. Tu disais, les collaborations, c'est aujourd'hui primordial. Le PSG, Air Jordan. Ils sont associés avec des marques de luxe ou pas forcément, mais il y a eu énormément de collaborations avec des marques, des sponsors, et le PSG, il change assez souvent de sponsor finalement. Mais aussi ils travaillent beaucoup de plus en plus avec des influenceurs à travers le monde. Là, sur les derniers jours, sur TikTok notamment, il y a de plus en plus de collabs avec des influenceurs ou avec des créateurs TikTok, justement pour toucher d'autres domaines que le football. Et aujourd'hui, ils veulent réduire le risque aussi un minimum. Même si la saison sportive n'est pas bonne, ils veulent que les gens continuent à acheter et continuent à suivre le club. Finalement, c'est ça l'intérêt, c'est de pousser le merch, donc la vente de maillots, etc., et aussi de se détacher un peu, que les résultats financiers du club se détachent un petit peu des résultats sportifs. Aujourd'hui, dans les clubs comme le PSG, Lyon, Marseille, le sportif représente 1/5 à 1/6 des effectifs total du club. Donc c'est normal qu'il y ait d'autres composantes qui tournent autour et qui gravitent pour développer la marque, pour développer le marketing. Il faut faire vivre ces personnes-là et il faut développer la marque. Ok. Et donc là, on parle quand même beaucoup de clubs qui ont beaucoup de moyens. Ouais. Comment un plus petit club, qui, même peut-être amateur, enfin peu importe, peut réussir à se démarquer grâce aux réseaux sociaux et à créer une vraie communauté? Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais pour moi, le pilier fondateur, c'est la qualité des contenus et la création des contenus. La créativité des équipes aussi. Il y a des clubs qui arrivent à se démarquer. Je prends l'exemple de Lens ou de Reims qui peuvent, sur des mercatos, faire des concepts très cool, d'idées qui sortent de l'ordinaire, et pourtant ils ne sont pas nombreux à la communication, mais c'est juste qu'ils prennent le temps de réfléchir à des concepts et à se dire comment on peut sortir de l'ordinaire par rapport aux 16 autres clubs de Ligue 1, ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire. Ils prennent du temps à la réflexion, et aujourd'hui la réflexion c'est clé dans un club. Préparer tous les grands événements, il y a les mercatos, mais souvent il y a des anniversaires du club, il y a des derbies. Il y a plein de choses à préparer tout au long de l'année. Comment tu prépares ces temps forts, à la fois sur le social media, mais de manière plus large aussi. La qualité des visuels aussi est important. Aujourd'hui, tous les clubs ont une identité, mais on soit un ou plusieurs graphistes ou travaillent avec des agences externes aussi sur la partie graphisme pour se démarquer. Un club qui a très bien travaillé comme ça, c'est l'Olympique de Marseille, qui a toujours été très fort en puissance de communication sur le graphisme, sur les arrivées mercato, sur les concepts d'arrivée, qui avait une très bonne équipe il y a quelques années. Et ils faisaient même des collabs des fois avec des artistes. Exactement, pour annoncer. C'était même pas des graphistes, c'était même des artistes. L'idée, c'est de se rapprocher du vivier local et de faire vivre les artistes locaux à travers une grosse entreprise de la région, mais une grosse marque aussi. Et ils ont fait plein de collabs avec des rappeurs connus, voire très connus, qui sont un peu étendards de la marque. Et forcément, ça marche. Personne aujourd'hui se rapprocher d'autres domaines comme l'art, comme la musique, rien ne l'interdit, et au contraire, ça marche plutôt très bien. Et ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est que en tout cas pour les grosses équipes, elles ont atteint peut-être un peu leur plafond de verre sur la partie sportive en France au niveau de la taille des communautés. Et du coup, maintenant, il y a deux axes. C'est l'internationalisation dont tu parlais, où c'est essayer d'aller chercher des gens qui ne sont pas forcément fans du club, de un, mais aussi carrément pas fans de foot ou Exactement. Qui suivent juste de très loin et qui sont intéressés peut-être par d'autres univers et essayer de se rapprocher de ces autres univers finalement. Ouais. On en reparlait, mais aujourd'hui, les clubs, de plus en plus, cherchent à travailler avec des influenceurs au sens large, mais aussi des créateurs qui peuvent toucher d'autres communautés et surtout apporter une différence. Je le vois nous on travaille beaucoup avec la LFP là-dessus. On travaille avec des créateurs pour des milestones. Donc, un milestone, c'est tel joueur va fêter son 50e match, son 100e match, ou pour un anniversaire particulier. Et ça permet de mettre en avant un joueur sans forcément de l'avoir ou pouvoir travailler avec lui. Une autre façon. Et ça permet aussi, ces artistes-là, c'est des artistes du monde entier, ils ont des communautés parfois qui sont plus grandes que celles d'un club. Ça permet aussi d'associer les forces. On parlait un peu de démarcation. Moi, j'aimerais ajouter un petit point par rapport à ce que tu as dit. C'est aussi l'accessibilité des joueurs, qui est pour moi un point super important et auquel j'ai pu être confronté quand j'ai travaillé pour l'Olympique Lyonnais. C'était parfois compliqué d'avoir les joueurs à disposition pour faire des choses avec eux, alors que c'est eux un peu les figures de proue, entre guillemets, du club. Et je pense qu'un club peut se démarquer en essayant de créer des contenus
sympa, fun, ou peu importe, décalé ou premium, hein, peu importe l'image qu'on souhaite véhiculer, mais avec ses joueurs et du coup de faire comprendre peut-être à ces équipes sportives, sans que ça devienne un frein à leur performance, que c'est dans l'intérêt de tous, que les équipes réseaux sociaux, médias ou peu importe, puissent passer du temps avec chacun pour réussir à produire des choses sympathiques. Je te rejoins entièrement. C'est ce qu'on disait. Pour moi, la stratégie social media d'un club, c'est la création de contenu. C'est le pilier fondamental. Des clubs qui marchent très bien, qui sont assez proches de leur équipe, comme Strasbourg ou comme Lens, étrangement, tous les week-ends, le stade est plein. Je ne te dis pas que c'est lié 100%, mais les fans ont besoin de connaître leurs joueurs et de se sentir proches d'eux. Comme avec des influenceurs, finalement. Bien sûr. Aujourd'hui, un joueur de foot a une part primordiale dans un club pour le développer, le mettre en avant et remplir le stade tous les week-ends. Pour moi, c'est primordial et c'est sous-estimé, mais la part humaine dans un club est primordiale. Il faut être proche de tes joueurs, être très humain et que les gens comprennent qui ils sont, en dehors aussi des joueurs de foot. Faut rattacher à de l'humain. C'est des hommes avant tout. Et ils sont même flattés souvent qu'on leur pose des questions autres que le football. Moi, je l'ai beaucoup vécu à l'OL, où, comme tu le disais, ça n'a pas toujours été facile. Mais quand on avait des entretiens avec eux, quand on avait des moments avec eux, c'était primordial et ils adoraient ça, qu'on fasse autre chose que de leur parler du ballon rond. Parce que c'est des hommes et ils ne sont pas que des footballeurs. Il faut arrêter de penser qu'ils font que ça et qu'ils peuvent être perçus que comme ça. Les fans, aujourd'hui, ils ont besoin que ça soit concret pour eux. Quand ils regardent une vidéo, ils aimeraient être à la place du CM pour échanger avec le joueur. Et on voit que les contenus un peu authentiques, naturels, ou des fois, même si en conférence de presse, il y a un joueur qui dit pas qui dit des choses qui sont pas des trucs généralistes, parce que souvent, en fait, on entend toujours les mêmes choses. En conférence de presse, un joueur de foot, c'est un peu le cliché, mais c'est la vérité. Il dit toujours pareil. Ça fait vite plus de retweets, plus de vues, parce que les gens en ont marre de ces discours un peu... très policés. Voilà, c'est ça. Très, très policé. Aujourd'hui, le monde du football et même la communication sur les réseaux sociaux est de plus en plus policé. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait plus rêver. Je suis encore très fan de foot, donc j'aime bien voir des choses qui sortent de l'ordinaire, justement. Forcément, il vaut mieux, tout en encadrant son discours, qu'un joueur puisse avoir sa part de créativité et de liberté dans ce qu'il va dire. Ça sera toujours plus intéressant et le journaliste prendra plaisir aussi à faire l'interview avec lui et les moments d'échange et le mettra plus naturellement en valeur s'il a passé un bon moment que s'il entend la même chose qu'il a entendu avec un autre joueur la veille. C'est naturel, c'est humain en fait. Après, j'ai l'impression que les joueurs ont aussi un peu peur de se livrer, du bad buzz, des réactions, des trolls ou je ne sais quoi. Et du coup, ils ont du mal à vraiment être eux-mêmes. Je pense qu'en fait, ils jouent un rôle quand ils sont devant des journalistes ou même devant des caméras pour les réseaux sociaux du club. Mais tu vois, les rugbyman sont de plus en plus exposés. Ils gardent cette créativité, gardent cette liberté. C'est vrai. Mais l'ambiance, elle est complètement différente au rugby. Mais je suis d'accord avec toi. Mais qui a imposé cette ambiance au foot? Tu vois ce que je veux dire? Les clubs se l'auto-imposent ou la com fait que... Aujourd'hui, rien ne t'empêche d'être un peu plus libre, d'être un peu plus libre sur tes réseaux sociaux. Et TikTok a amené cette vague, en fait. Il y a beaucoup de contenu innovant sur TikTok que les clubs n'auraient jamais fait sur les autres réseaux sociaux. Il y a une part de liberté un peu plus sympa. Et bizarrement, aujourd'hui, TikTok, c'est le réseau qui marche le mieux sur l'évolution des clubs. Il se laisse une part de créativité et de fun, et les gens viennent chercher ça. Et donc, s'abonnent naturellement à ton compte. Mais... Tu vois, cette identité de marque, proximité avec les fans et tout, c'est quelque chose aussi qui va jouer sur tes contrats de sponsoring ou tes marques. Plus les marques vont se reconnaître dans ta façon de communiquer et plus elles vont investir et te rejoindre. Tu me parlais des petits clubs, je pense qu'un petit club a tout intérêt à mettre en avant ses joueurs, c'est les gens qui travaillent au club, etc., pour que les marques soient intéressées et se disent c'est cool ce qu'ils font. Ouais, c'est aussi l'aventure. Les gens recherchent aussi des aventures humaines. La Coupe de France a toujours très bien marché pour ça aussi. Les petits clubs, l'aventure des petits clubs, etc. Et aujourd'hui, il y a plein de clubs de Ligue 2 ou de National qui ont des grosses communautés parce qu'ils se laissent plus de liberté. Tu parlais de rugby. J'aimerais bien revenir, c'était pas trop prévu dans le sommaire, mais c'est vrai que le rugby, pour moi, c'est un peu un mystère parce que je trouve que ils font des super contenus, c'est naturel, l'ambiance, elle est géniale. Par contre,
il n'y a pas de star à part Antoine Dupont, où il y a 2-3 joueurs, on va dire, qui se démarquent et qui deviennent vraiment des stars de fou. Alors, j'ai l'impression en fait qu'ils n'ont pas envie d'être stars, quoi. Là où le foot, on met vachement l'accent sur la performance individuelle, etc. J'ai l'impression qu'au rugby, c'est assez collectif et du coup, il n'y a pas de stars finalement qui émergent. Je te rejoins, ils se mettent moins en avant, ils ont moins cette stratégie-là d'être un peu plus individualiste, on va dire. C'est très tourné vers le collectif, et même la communication des clubs ou des fédérations est très tournée vers le collectif. Demain, tu as un Média Day avec un club de rugby, tu auras 7, 8, 9 joueurs différents. Tu as un club de foot, tu n'auras peut-être que 1 ou 2 joueurs, tu vois ce que je veux dire. Tu ne pourras pas faire des trucs à 3 parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes, ils n'ont pas le temps, il n'y a pas cet esprit collectif. Ce qui est dommage, parce qu'au final, c'est ça que les gens viennent chercher, c'est cet esprit collectif de bonne humeur ensemble, des petites blagues ensemble, l'interaction entre eux. C'est ça qui, aujourd'hui, est intéressant pour les fans. Si on revient un peu sur l'internationalisation, qui est un des piliers de l'agence Samba, est-ce que tu remarques je sais pas, en Amérique du Sud, faut plutôt communiquer comme ça, en Asie, il faut plutôt communiquer comme ça. C'est quoi les différences que tu as remarquées, si tu vois, s'il y a des gens qui sont chargés de com ou d'IRCOM dans un club qui nous écoutent, ils peuvent faire appel à Samba s'ils ont besoin, mais ils peuvent aussi peut-être le faire par eux-mêmes. C'est quoi les quelques petits conseils que tu peux leur donner ? C'est ce que je te disais déjà, ça dépend de la stratégie club au sens large. Il ne faut pas aller sur un territoire parce que ça va être fun ou ça va être cool si tu n'as aucune histoire à raconter. Le storytelling est toujours clé, peu importe l'endroit que tu vas aller chercher. Il faut regarder ton passé. Est-ce que tu as eu beaucoup de joueurs qui sont sur un territoire clé ? Aujourd'hui, dans ton effectif global, est-ce que tu as des joueurs aussi qui sont liés à ce territoire ? Et la Ligue 1, aujourd'hui, il y a un territoire qui est sous-exploité, c'est l'Afrique. Il y a énormément de joueurs africains dans notre championnat et très talentueux. Et aujourd'hui, les clubs français ne communiquent jamais sur ce territoire-là. Et c'est une des forces chez Samba, c'est qu'on le fait nous très bien. Et la Ligue l'a très bien compris, mais Marseille le fait aussi beaucoup avec nous. C'est qu'on va... c'est des fans, les personnes qui vivent en Afrique sont fortement intéressées par la Ligue 1. Donc ils ont besoin d'être nourris et qu'on leur apporte des histoires, qu'on leur fasse des contenus dédiés. Voilà, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'au Sénégal, par exemple, on parle en Wolof, on fait du dialecte local. On le fait très bien au Togo, on le fait aussi au Ghana, en anglais, ou avec du dialecte local. On s'adapte en fait aux coutumes. Et après, oui, voilà, demain, si vous avez 4-5 joueurs sud-africains ou sud-américains qui sont passés, des Argentins, des Brésiliens, c'est des fans de foot avant tout. Mais il faut les intéresser au quotidien ou avoir une stratégie sur l'année. Aujourd'hui, faire 3-4 posts dans l'année, ça ne suffit pas à faire une communauté. Mais il y a de plus en plus de clubs qui... Oui, le PSG a montré l'exemple, mais Monaco aussi le fait très bien, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs hispaniques à Monaco, que ce soit Falcao, Rames Rodriguez. Voilà. Et donc, il y a des joueurs aussi de l'effectif actuel. Ils vont sur ces communautés-là parce qu'il y a un intérêt, il y a un vivier. Et après, il faut avoir une stratégie 360. C'est très bien de faire des posts en espagnol pour ces communautés-là, mais qu'est-ce que tu leur apportes ? Nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, on fait aussi des échanges où on travaille avec des clubs de foot au Mexique ou au Brésil pour créer des connexions entre les entités. Tu vois, Lyon et Botafogo, demain, Lyon pourrait travailler beaucoup plus avec Botafogo, lancer des comptes vraiment brésiliens ou aller plus loin sur les comptes brésiliens. Les clubs aussi doivent se servir de leur académie. Il y a beaucoup d'académies dans le monde entier. Comment on met en avant l'académie, comment on met en avant ces choix-là de postes. Il faut avoir une stratégie et nous, on le fait très bien. On essaye de comprendre quel est l'intérêt pour le club d'y aller et de lui expliquer pourquoi il faut y aller. Et vous faites que du social media international, vous faites pas... parce que je vois que la LFP, des fois, organise des événements de diffusion de matchs, des watch parties, tout ça. On travaille avec la LFP là-dessus. Okay. Et on est complètement en capacité de le faire. On le fait notamment pour les chiffres aux États-Unis. On les aide à se développer sur le Mexique et sur les playoffs du championnat. On a fait pas mal de watch parties. Ils ont été champions là, sur les 2 dernières saisons, donc c'était trop cool pour nous. Mais on est capable de faire des watch parties, des événements sur place. Voilà, on est vraiment 360, on peut faire de l'événementiel. Okay. Je prends l'exemple de la CAN, la dernière CAN, qu'on a beaucoup travaillé sur la Ligue 1. La CAN, pour vous donner un exemple sur la Ligue 1, c'est 140 postes en 5 semaines.
juste en géolocalisé. Mmh. Et pour célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire, on a fait une campagne d'affichage complète en Côte d'Ivoire. La Ligue 1 félicite les éléphants. On avait quelqu'un pour faire la captation. On a fait tout l'affichage, les visuels, etc. Okay. Donc on fait de l'événementiel et on est capable de se déplacer. Voilà, on touche tous les territoires, on fait des vidéos pour le Nouvel An chinois, on s'occupe de réseaux chinois pareil pour l'Olympique Lyonnais, pour l'AS Monaco, on s'occupe de leur réseau là-bas. Et est-ce que tu vois certains types de contenus ou certains réseaux qui fonctionnent énormément dans certains pays et au contraire qui ne fonctionnent pas du tout en France? Je prends l'exemple de manière générale, on a l'impression que Facebook marche très très bien en Afrique, là où en France, les résultats ils sont catastrophiques. Ouais. Donc est-ce que tu as d'autres exemples comme ça à nous citer? L'exemple de Facebook est le meilleur exemple. En Europe, il est complètement abandonné, ou presque. On se moque un peu souvent de la moyenne d'âge sur Facebook, mais c'est assez faux. Toi ou moi, on y passe quand même du temps, et notre génération, on y passe encore du temps. Voilà. Les 15-25 ans, ils sont pas forcément... Après, c'est plus sur Messenger. Moi, tu vois, sur Facebook, c'est vrai que je vais très très rarement scroller. C'est plus Insta. Ouais. Et donc oui, en Afrique, Facebook, c'est complètement à fond. Ils sont à fond sur Facebook et ils adorent ça. Au Sudam, ils sont encore beaucoup sur Facebook aussi. Ok. Et voilà, tu me prenais l'exemple d'Instagram. Instagram, dans les territoires africains, il s'est très peu développé, ou ça avance pas encore à fond. Et le Brésil est en train de beaucoup se mettre à Instagram, mais le Mexique, pas forcément encore énormément. Okay. Donc il y a beaucoup de variances. Voilà, les États-Unis sont très collés à nos pratiques. Mais l'Asie, par exemple, c'est TikTok, je pense, non? Ouais, mais c'est Douyin, du coup. Ouais. C'est leur propre plateforme. Okay. Ils ont des plateformes différentes des nôtres. Il y a Weibo, Douyin, donc Youdi. Mais ça, c'est la Chine. Mais par exemple, l'Asie du Sud-Est ou... Ouais, le Japon utilise les mêmes plateformes que nous. Ouais. Okay. L'Indonésie ou l'Inde, je prends l'exemple de l'Inde, ils n'ont pas TikTok, mais ils ont Moj, un équivalent. Okay. Et on travaille justement, on aimerait bien travailler sur l'Inde avec la LFP sur le lancement d'un compte Moj. C'est une petite avant-première que je vous donne, mais voilà. Parce que c'est à peu près similaire, mais TikTok a du mal à s'implanter sur tous les pays. Il y a pas mal de restrictions en ce moment, de problématiques. Donc oui, et je prends l'exemple de Snapchat, qui aujourd'hui est très utilisé par les jeunes, la jeune génération pour échanger. Mais après, on consomme très peu de contenu sur Snapchat. Ou oui, très c'est peu de des vidéos, chats, quoi. Voilà. C'est comme un Messenger 10. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, pas du tout. Ils peuvent y passer des heures à regarder les vidéos, les trends, suivre des influenceurs, au même titre que TikTok chez nous en Europe, mais eux le font sur Snapchat énormément. Ils peuvent passer plusieurs heures par jour. Donc Snapchat est une plateforme vraiment propice pour les États-Unis. Et BeReal, il n'y a rien encore qui se fait sur BeReal? BeReal est français de base. Hein. Oui, non, mais je veux dire, c'est un des nouveaux réseaux là, qui a pointé un peu le bout de son nez. Il y a Threads aussi, mais alors Threads, c'est pareil, là, on est perdu. Il y en a trop là, des réseaux. Là. Donc BeReal, ouais. Le PSG s'est lancé dessus. Ok. Et il y a un gros mouvement de leur part pour intégrer des marques et des entités de sport. Pour changer un peu le modèle ou pour changer un peu le business. Et ils partagent quoi du coup? Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils prennent des photos de l'entraînement, des coulisses un peu qu'ils peuvent avoir. Ouais. Après, il y a quelques photomontages, forcément, où tu peux trafiquer un peu la photo. Mais aujourd'hui, je pense, sans trahir de secret, mais je suis certain que BeReal, dans 2-3 ans, tu pourras faire de la vidéo sans aucun souci. Ça va évoluer. Ça va changer de modèle, c'est certain. Ça va mouver. Et Threads, oui, Threads, ça a cartonné aux US. Et ça n'a pas pris trop en Europe, parce que les gens adorent Twitter, mine de rien. On a l'impression que c'est fini, X c'est terminé, mais pas du tout. Surtout dans le milieu sportif et tout. Les chiffres d'impression sont encore très très bons. Voilà, ça continue. Tant qu'Elon n'aura pas détruit la plateforme, les gens continueront à être dessus. Mais voilà, X, mais tu vois, X dans les pays de l'Est, par exemple, ça prend pas du tout. Pays Europe de l'Est, tu veux dire? Oui, en Europe de l'Est. Okay. Ça prend pas du tout et ça n'a pas le même intérêt qu'en Espagne, en Italie, chez nous, en Allemagne. Ok, c'est intéressant tout ça. Donc voilà, chaque plateforme a ses spécificités et c'est là où, en tant qu'agence 360, on se doit d'être au top des connaissances au niveau de ces plateformes. Nous, on aide beaucoup les entités à se développer sur TikTok et notamment le paid sur TikTok, qui est un marché important pour nous. Pour que demain, il y ait du merchandising, du marketing, des sponsors sur TikTok aussi. C'est primordial pour une marque sportive de comprendre aussi les enjeux sur toutes les plateformes.
Justement, tu parles de merge, de paid, etc. L'un des sujets que l'on entend beaucoup dans le milieu sportif de manière générale, admettons, je suis CM d'un club, c'est bien beau, j'ai monté une communauté, on a 100 000 abonnés ou je ne sais combien d'abonnés. Mais parce que les dirigeants, ils pensent assez ROI quand même, donc ils disent on investit je ne sais combien de milliers d'euros par an dans la partie social media. Qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce qu'on peut parler un peu de la monétisation de ces communautés? Comment un club peut mieux ou commencer à monétiser ses audiences sur les réseaux sociaux? Et voilà, qu'est-ce qu'il peut proposer? C'est quoi les possibilités qu'ils ont à offrir? C'est la grande question des dernières années et sûrement encore des 4-5 prochaines années. Comment le digital trouve sa place dans les deals au globaux, on va dire. Il y a des clubs qui avancent là-dessus. La grande mouvance, la grande tendance, c'est qu'aujourd'hui, on fait des estimations de postes et d'impressions, de personnes qu'on va toucher, etc. Et les clubs ou les commerciaux des clubs vendent, demain, si vous êtes sponsor et que vous êtes sur ce visuel-là, vous allez toucher tant de personnes. Donc, ils font des... C'est pas évident de... Ouais. Il y a de plus en plus de monitoring, de personnes que tu vas toucher, de likes, d'engagement. C'est important d'être solide sur cette partie data reporting, parce que dans un temps 2, ça va te permettre de vendre à tes sponsors. Tu ne vendras pas 1 million d'impressions comme tu vas vendre 100 millions d'impressions auprès d'un sponsor. Donc, les clubs travaillent beaucoup sur packager leurs produits digitaux pour pouvoir les vendre ensuite aux marques. Et aux mêmes marques qui font ou pas forcément? Aujourd'hui, la marque, elle est à la recherche de produits digitaux. Ok, la visibilité maillot, c'est très bien, mais déjà, il n'y a pas de place pour tout le monde sur la visibilité maillot. Il y a des plus petits sponsors qui n'ont pas forcément les moyens de faire de la visibilité maillot. Et puis aujourd'hui, une grosse marque sur un maillot, ok, c'est très bien, il y a les droits médias, t'es vu à travers les matchs, mais elle a besoin d'être vue sur le digital aussi. Que les gens aillent sur la page, aillent sur le site internet. Voilà, il faut connecter tout ça. Est-ce que tu as une idée, parce que là, moi, j'en ai pas du tout, mais est-ce que tu as une idée du montant qu'un club pourrait vendre 100 000 impressions, par exemple, ou 100 000 abonnés, ou je ne sais pas. Ça se chiffre comment, ça? C'est compliqué, ça dépend des clubs et de la valeur du club, mais aujourd'hui, les gros clubs peuvent espérer, avec leur travail au quotidien, un PSG ou un Marseille, juste avec leur poste, ils peuvent les valoriser entre 200 000 et 500 000 euros à l'année. Juste une typologie de poste, genre non, la compo? L'ensemble, mais oui, une typologie de poste, typiquement la compo, peut être espérée être vendue entre 50 000 et 100 000 euros l'année. Ah ouais, donc toutes les compos, la compo, avec le by logo, click, by machin. Après, ça dépend de chaque sponsor, ça dépend de chaque club. Forcément, il y a des stratégies aussi qui varient. Plus tu vas avoir de fans, plus tu vas pouvoir le vendre aussi aux sponsors. Bien sûr. Forcément, donc tous les deals changent. Le PSG ne vend pas ses produits digitaux au même prix que le Havre qui vient de monter, forcément. Bah oui. Et ils n'ont pas les mêmes communautés non plus, donc c'est logique. Et c'est même compliqué. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il y a 7-8 clubs qui arrivent à monétiser vraiment ce qu'ils font sur le digital. C'est encore compliqué pour les autres, parce que c'est très lié au sponsoring. Mais demain, je ne sais pas, tu as une chaîne de boulangerie avec 50 boulangeries autour d'une ville. Il est plus intéressant, je te prends l'exemple de Lorient, de leur donner un billet pour être visible sur leur match day plutôt que de faire des campagnes d'affichage dans la ville. C'est en termes de chiffre d'impression, tu veux dire? C'est un changement marketing qui est drastique, mais qui est aujourd'hui valable. On fait beaucoup plus de vues sur les réseaux sociaux qu'on va le faire sur une campagne d'affichage, sur un push au cinéma. Il y a quelques années, les pubs, tu les voyais qu'au cinéma. Donc tout bouge. Et après, le deuxième exemple, c'est quand même la monétisation des plateformes. On n'en parle pas, mais... oui, c'est vrai, Twitter, TikTok... bien sûr. Alors, TikTok, aujourd'hui, ne le permet pas. Monétise pas les clubs. Oui, ils monétisent que les individuels. Exactement. Mais Facebook, YouTube le fait. Et Twitter aussi, non? Twitter, ou c'est que les individuels aussi? Ouais. Et le modèle est encore trop mouvant. Okay. Mais Facebook et YouTube le fait très bien. À partir de tant de vues, tu récoltes tant d'euros et les clubs peuvent espérer gagner des dizaines, voire même des milliers d'euros chaque mois. Bien sûr, il faut s'adapter aux contraintes de la plateforme.
Facebook, il faut faire de la vidéo de plus de 3 minutes pour être monétisé. YouTube, un peu plus, mais ça te permet aussi de mettre de la publicité, de l'ads, et du coup de récolter des fonds. Ok. Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui sont 100% autonomes. Ils vendent autant qu'ils dépensent dans le salariat pour faire vivre le digital. Mais c'est une grande tendance européenne. En fait, ils veulent que d'un centre de coût, ça passe à un centre de profit. Mais c'est pas si facile que ça, parce que moi, c'est ce que je dis par exemple à mes clients. Quand tu fais des contenus, tu fais des réseaux sociaux, ça coûte quand même. C'est de la communication. Et voilà, c'est quand même de l'image aussi, quoi. C'est pas que du. Ça te permet aussi de mieux. Alors peut-être que tu peux faire 2-3 deals grâce à ça et qui viennent un peu compenser, ouais. Mais ça te permet aussi de mieux valoriser tes autres deals, de mieux valoriser, de plus vendre de maillots, de peut-être plus vendre de billets. Et c'est tout un écosystème. Il faut pas... Enfin, parce que si derrière tes réseaux sociaux, ça devient home sandwich, le match day by machin, la compo by machin, la mi-temps by machin, la fin de match by machin. Je te rejoins. Ouais. Et après... faut trouver juste son compromis, le juste équilibre. Derrière, c'est plus possible, quoi. C'est comme les youtubeurs qui n'arrêtent pas de faire des vidéos sponsors, toutes leurs vidéos sont sponsors. À un moment donné, je pense que tu lasses ton audience plus qu'autre chose, quoi. Après, nous, on est des hommes de com, donc forcément, voilà, on prône tout ça. Mais oui, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi un club ne fait pas plus de communication ou vend plus, crée plus de contenu sur les réseaux sociaux, sera forcément rentable un jour ou l'autre dans son image de marque auprès de ses sponsors, auprès du sponsoring. On tend, il n'y a pas encore eu le déclic en France, mais en Première Ligue, ils le font beaucoup mieux que nous. Voilà. Et Arsenal le fait très bien cette année. Il crée de la proximité avec les joueurs en faisant des petits challenges chaque semaine, en étant proche. Et derrière, forcément, les communautés c'est sponsorisé, explosent. Ça, je crois, en plus. Et en plus, à chaque fois, c'est sponsorisé. Ouais. En fait, il raconte une vraie histoire. Il y a un vrai concept. C'est pas juste la compo, la fin de match, le machin. Il faut vendre une histoire. Il y a un vrai concept de vidéo derrière que le partenaire a acheté. Et souvent, il faut que ça colle aussi à ton partenaire. Alors, le meilleur exemple, c'est hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Paris Basket a annoncé une partenariat avec Mister V. Non, j'ai pas vu. Et du coup, Mister V se trame en nouveau basketteur. Il est dans les coulisses du club, juste pour annoncer ce sponsoring. Et forcément, déjà, il y a un influenceur. Donc, c'est Mister V qui sponsorise le club ? Oui, avec sa marque de pizza. Ok, d'accord. Et la vidéo est vraiment folle. Et c'est un bon exemple de comment activer une marque ou un nouvel entrant et faire quelque chose de différenciant et qui va faire parler. Et du coup, les pizzas seront dispo, je suppose, à la buvette. Le soir de match, il y a des chances, oui. Ok, excellent. Du coup, ils ont activé comme ça et il y a une vraie stratégie, il y a une vraie histoire en fait. Aujourd'hui, et nous on le fait de plus en plus, et on aide beaucoup les marques aussi. Souvent, les deals de sponsoring, c'est de l'image. Et les marques ont de plus en plus de mal à réfléchir ou à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des entités sportives. Donc, quelle histoire raconter, ouais. Et nous, on les aide beaucoup sur ce storytelling. Voilà, il y a un Media Day, vous allez avoir 5 joueurs, voilà ce qu'on vous propose comme idée, qui pourrait être intéressant, qui aurait un retentissement et pour le club et pour vous. C'est réfléchir à cette conception. Et on en revient au point de base, la création d'histoire, le storytelling, la ligne éditoriale. Écoute Maxime, il me semble qu'on a fait le tour. En tout cas, si je reprends un petit peu le sommaire qu'on s'était fixé tous les deux, je crois qu'on a abordé tous les points que je m'étais notés. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à rajouter, un sujet auquel on n'a pas parlé ? J'ai l'impression qu'on était assez complet, assez bon. C'était plutôt pas mal. Toi, tu avais peur qu'on fasse des coupes et tout. J'avais l'impression que normalement... Non, c'était fluide. Il y a beaucoup de sujets et c'est des sujets passionnants. Le social media, voilà. Ça va, t'arrives à déconnecter un peu des fois quand même, parce que c'est ça aussi le problème. Mais le social media aujourd'hui, on est encore qu'aux prémices. Faut s'en rendre compte. On peut faire des millions de choses dessus. Et le monde du sport, mais même les marques en général, commencent à l'intégrer parce qu'il y a des community managers, il y en a presque dans toutes les sociétés maintenant. Mais les États-Unis nous montrent encore l'exemple sur ce domaine. On peut aller encore beaucoup plus loin et faire beaucoup mieux. Surtout sur la prod de contenu, sur la qualité de contenu, sur la captation, sur les différentes idées. Demain, l'IA, comment elle peut être intégrée à tout ça, la production de visuels. Il y a encore une énorme marge de progression. Après, c'est une question de moyens aussi. Ouais, mais tu vois, il y a des marques françaises qui se donnent les moyens et qui arrivent. Ouais, c'est sûr. Et puis même quand tu vois maintenant... ne serait-ce qu'un youtubeur comme MrBeast, l'argent qu'il met pour produire une vidéo, c'est pour créer un contenu, c'est un truc de fou.
Et les Donc, youtubeurs montrent l'exemple, en fait. Ouais. Il y a 5-6 ans, des youtubeurs, ils étaient tout seuls derrière leur écran. Et aujourd'hui, c'est des énormes boîtes à 30 personnes, avec plusieurs community managers, plusieurs vidéastes, plusieurs monteurs. Et ils arrivent à monétiser ça, donc Voilà, pourquoi un club ne pourrait pas, quoi? Qu'est-ce qui empêche un club de faire la même chose? Il y a des clubs qui commencent à prendre ce mouvement, qui se transforment en mini-agence pour faire plus de choses, mais c'est loin d'être généralisé. Demain, même un club sportivement qui est moyen peut très bien faire de la bonne prod de contenu. Bah, des fois, il y a, surtout au moment des maillots, Ouais. il y a des clubs amateurs qui sortent de nulle part, qui arrivent à faire un peu de buzz. Il y avait un club amateur en France, me semble-t-il, j'avais vu ça l'été passé, là, qui avait réussi à faire un peu de buzz sur X parce qu'ils avaient fait un maillot un peu original. Il y a eu Venise en Italie. Voilà, oui. Nous, on a fait le rebranding de Bologne complètement. Et pareil, voilà, dès que tu apportes une touche de nouveauté, de changement, nous, on a fait les calculs sur Bologne. On fait 7 fois plus d'engagement avec la nouvelle charte graphique qu'avec l'ancienne. 7 fois plus. Ouais, c'est énorme. Et le taux de transformation est sur les mêmes chiffres. Juste parce qu'il y a une nouvelle image et que c'est plus moderne. En avait besoin. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore des clubs qui ont des images un peu vieillissantes, classiques, qui n'ont pas bougé depuis 20, 30, 40 ans. Il faut avoir des budgets, bien sûr, mais en soi, un rebranding de club complet, c'est pas si cher que ça. Entre 50, 100K, tu peux y arriver sans aucun souci. Ouais. Après, ça dépend des clubs, je suppose. Mais aujourd'hui, les clubs de Ligue 1, et les plus petits budgets sont à 15-20 millions. Quoi. Oui. Et c'est pareil pour tous les sports. Là, on a beaucoup parlé de foot. C'est vrai. Le rugby, le basket, le hand, c'est très peu de personnes en interne. Mais demain, il faut qu'ils communiquent plus, qu'ils aillent plus loin, qu'ils présentent leurs joueurs, qui racontent plus d'histoires pour avoir plus de sponsors aussi. Bah oui. Ouais, nous on travaille beaucoup dans le hand avec Jumpstart et on a le sujet, quoi, mais on se confronte toujours à la problématique du budget finalement. C'est qu'à un moment donné, si tu veux entamer ce truc, tu es obligé de faire pendant 1 an ou 2 ans de l'investissement pur et te dire je vais mettre beaucoup de moyens sur de la création de contenu, sur le social media, etc. pendant 2 ans où je sais pas forcément si ça va me rapporter ou pas et ça va pas spécialement être monétisé. Et c'est seulement sur le long terme que tu vas en récolter les fruits. Mais après, c'est une stratégie aussi et une question de budget. Ça rejoint un grand mouvement en France qui est entreprendre. Si on ne prend pas de risque, on n'avancera pas. Ah ça c'est sûr. Hein, ça, c'est sûr. Et tu vois, toi, tu le vois très bien à travers ton agence. Moi, je le vois très bien avec Samba. On est des gens qui entreprennent, qui ont envie de faire plus, de faire bouger les choses. Et quand les gens nous font confiance, ils sont souvent satisfaits. Ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement à suivre. Ouais, c'est sûr. Mais je crois que c'est une belle conclusion, ça, Maxime. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler un petit peu de Samba, de ce que tu fais. Avec grand plaisir. Nous apporter un peu 2-3 infos sur les clubs, sur la création de contenu, sur l'internationalisation. Où est-ce qu'on peut te suivre, Maxime ? Sur tous les réseaux, LinkedIn, Insta, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, des messages. Voilà, je suis toujours ouvert à l'échange. Je pense que c'est important. Et j'adore ça. Je trouve que la jeune génération sera fortement impliquée dans les réseaux sociaux demain. Et c'est important d'échanger, les guider, leur faire comprendre aussi les points positifs, les points négatifs. Voilà. Tout ce que ça les risques engendre. aussi. Ouais. Les risques aussi, parce que le social media, il y a une vision très positive, mais il ne faut pas oublier la modération, les propos racistes. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Les bad buzz qui peuvent arriver. Voilà, c'est un ensemble à prendre. Mais c'est un super métier. Et écoute, merci beaucoup Maxime. On se revoit certainement très très bientôt, tous les deux. Et puis moi je vous dis à dans 15 jours environ pour un prochain épisode du podcast Sur le terrain. N'hésitez pas à suivre Jumpstart Studio sur tous les réseaux également. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.